Premières observations, cette décision n'est pas forcément défavorable pour notre client, mais il est défavorable à la majorité des Sénégalais, puisque notre client, M. Ousmane Sonko, est porteur d'espoir pour une écrasante majorité des Sénégalais, voire même au-delà du Sénégal, des peuples d'Afrique. Et effectivement, la journée d'hier, c'est une journée de déception. Mais cette déception se transformera au regard de notre détermination et celle de notre client et la détermination d'une écrasante majorité des Sénégalais va être un facteur de mobilisation également, puisque nous ne pouvons pas accepter que la Cour Cour de justice de la CEDEAO sous-estime les violences politiques, les violences judiciaires et policières dont est victime notre client. La CEDEAO a une lecture extrêmement bizarre, moi je le dis, une lecture bizarre, critiquable de la situation dont fait l'objet notre client, M. Ousmane Sonko. Nous sommes quand même très étonnés puisque la CEDEAO, le président de la Cour de justice de la CEDEAO a eu à le dire lui-même que la CEDEAO c'est la Cour de justice habilitée à se prononcer sur les droits de l'homme. Lorsqu'une personne fait l'objet de barricades chez lui et n'a pas la possibilité de se déplacer sans que cette situation fasse l'objet d'une autorisation, soit judiciaire ou bien administrative, lorsqu'une personne est persécutée judiciairement, administrativement et militairement depuis des années, depuis 2021 jusqu'à maintenant, avec une volonté politique affichée de l'écraser, je ne vois pas où est-ce que cette personne peut se plaindre si ce n'est pas à la Cour de justice de la CEDEAO. Donc cette décision de la CEDEAO est un déni de démocratie, est un déni de la réalité dont vit notre client, M. Ousmane Sonko. Ce n'est pas parce que la Cour de justice de la CEDEAO s'est prononcée ainsi hier que nous allons baisser le bras. Nous sommes très déterminés à aller là où il faut pour que cette situation, nous ne voulons pas, nous ne pourrons pas accepter que la CEDEAO estime normal ce qui se passe, la situation dont est victime M. Ousmane Sonko. Donc ça, c'est un premier point. Quant à la décision de la Cour suprême du Sénégal, cette décision de la Cour suprême, elle maintient encore le peuple sénégalais dans des interrogations qui nous semblent tout à fait injustifiées, puisque la Cour suprême pouvait hier se prononcer définitivement sur cette affaire. Cette décision entretient encore la confusion. Cette décision entretient encore la colère de la population. Elle n'apaise pas du tout. Nous estimons que la Cour suprême a manqué de ramener la paix sociale dans le cœur des Sénégalais, puisque juridiquement, moi je parle sur l'aspect juridique, il s'agit d'un contentieux administratif, donc électoral administratif, et que la Cour suprême pouvait rendre une décision définitive et régler ce qui lui semblait un manque du juge des Ziguinchor et se prononcer. Bon, c'est pour cette raison que nous sommes pas déçus, puisque nous sommes quand même très déterminés à nous battre encore. Nous disposons encore suffisamment de moyens juridiques. Nous savons que le calendrier judiciaire n'est pas forcément n'est pas le calendrier politique. Bon, c'est là où beaucoup de gens se posent la question pour voir est-ce qu'il n'y a pas une volonté politique d'écarter définitivement M. Ousmane Sonko dans la compétition électorale. Ça, c'est l'aspect politique de ce dossier. Mais sur l'aspect judiciaire, nous sommes convaincus à 120% que le droit est de notre côté. C'est une conviction que nous avons
Et nous avons réussi hier à démontrer cela à la Cour suprême. Le procureur général, lorsqu'il est intervenu, est allé dans ce sens puisqu'il y avait trois moyens. Il y avait trois moyens. Le premier moyen, c'était de savoir si le juge des Ziguinchor était territorialement compétent pour se prononcer sur la requête de notre client, M. Ousmane Sonko. Nous l'avons soutenu à Ziguinchor. Le juge des Ziguinchor est allé dans le même sens que nous. Nous l'avons soutenu hier devant la Cour suprême. Le procureur général est allé dans le même sens pour demander à ce que le pourvoi en cassation formulé par l'agent judiciaire de l'État soit rejeté. Bon, le deuxième moyen porte sur la recevabilité de la requête qui a été introduite à Ziguinchor par M. Ousmane Sonko. Là-dessus également, le juge de Ziguinchor a estimé qu'effectivement, les formalités requises obligatoires en pareille circonstance, lorsqu'il s'agit de signifier à quelqu'un une décision qui porte atteinte à ce droit, que la personne doit effectivement doit prendre connaissance des termes de la décision et puis des moyens de recours qu'il dispose pour pouvoir contester cette décision. Personne ne peut au jour d'aujourd'hui dire si M. Ousmane Sonko savait, bon, il sait qu'il y a une décision qui a été prise à son encontre, mais les termes de la décision de radiation, M. Ousmane Sonko, aujourd'hui, on est le combien? On est le 18. M. Ousmane Sonko ne le sait pas. Et puis la personne, la décision doit indiquer clairement que vous disposez d'un délai de 5 jours ou bien de 10 jours pour contester cette décision. M. Ousmane Sonko n'en a pas eu connaissance. Et c'est pour cette raison que le juge des Ziguinchor a estimé que les formalités n'avaient pas été observées. Bon, il y a quand même des démarches un peu curieuses. Il est de notoriété publique partout dans le monde. Je ne parle pas de Sénégal seulement, mais partout dans le monde, on sait qu'Ousmane Sonko se trouve à la maison d'arrêt. Et pourquoi se rendre chez lui pour lui signifier un acte d'une importance capitale, alors que tout le monde sait qu'il est à la maison d'arrêt? Vous voyez, bon, même un enfant de 5 ans pouvait déduire facilement, sans moindre difficulté, que c'était une façon de noyer le poisson et puis de le mettre en difficulté pour l'empêcher de ne pas exercer le voie de recours. Vous voyez? Et puis c'est facile après de venir dire que, écoutez, vous êtes hors délai. Mais il n'est pas hors délai, puisque l'acte de signification, pas de notification, qui peut passer par lettre recommandée, mais l'acte de signification, cela suppose que c'est un acte qui doit être porté par un huissier de justice qui doit le remettre à la personne concernée. M. Ousmane Sonko est à la maison d'arrêt, et l'huissier n'avait pas, à la maison d'arrêt, n'avait pas accédé sur le lieu où se trouve Ousmane Sonko. À la maison d'arrêt, il y a un greffe qui est à la maison d'arrêt. Tous les actes qui doivent être signifiés à une personne qui est détenue ou bien condamnée doivent être mis au greffe de la maison d'arrêt. Et pourquoi l'huissier ne l'avait pas fait? Bon, donc je pense qu'il y avait une volonté d'embrouiller les gens pour justement arriver à leur fin. Mais bon, le mal leur tombera puisque nous ne baisserons pas le bras. Nous ferons valoir le droit de notre client. Bon, la Cour suprême hier a estimé qu'il faut encore une prolongation. Bon, nous irons à la prolongation puisque nous serons devant le tribunal de Dakar pour soutenir ce que nous avons soutenu jusqu'à maintenant. Et puis, bon, on ne sait pas si l'affaire reviendra à la Cour suprême après. Mais bon, vous voyez, c'est une façon, alors qu'on sait qu'il y a un délai. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le rendez-vous judiciaire n'est pas forcément le rendez-vous politique. Mais là-dessus, il est incontestable que les deux sont liés. Puisqu'il s'agit de qui? De Ousmane Sonko. Qui est M. Ousmane Sonko? C'est le principal opposant au régime actuel. Il est candidat déclaré. Il est déjà choisi par son parti politique. Il est choisi par le Sénégalais. Ça ne fait aucun doute. Toutes les études le prouvent. Bon, donc, à partir de là, empêcher, mener des manœuvres depuis 2021, depuis janvier 2021, puisque c'est une volonté qui est affichée depuis 2021, lorsqu'ils l'ont vu, M. Ousmane Sonko, occuper la scène politique, tout le monde voyait en lui le futur président du Sénégal, donc il fallait à tout prix l'empêcher de ne pas être candidat, de ne pas être élu. Je ne suis pas seul dans ce dossier, on a un collectif d'éminents avocats expérimentés et qui maîtrisent parfaitement les arcanes à la fois de la Cour de la CEDEAO,
la Cour de justice de la CEDEAO et puis des instances judiciaires internationales. Bon, donc on va se concerter entre nous et puis voir comment aller de l'avant. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne c'est pas parce que la CEDEAO s'est prononcée hier qu'on va baisser le bras, ou bien qu'on va retrouver nos parents, ou bien nos familles pour pleurer. Non. Nous avons été choisis pour mener un combat politico-judiciaire. Nous sommes conscients qu'il s'agit d'un combat politico-judiciaire. Le combat politico-judiciaire, ce n'est pas un combat facile, c'est un combat extrêmement complexe. Lorsque ce combat, le résultat de ce combat a un impact sur des peuples, et non pas seulement le peuple sénégalais, moi je l'ai dit clairement, et on ne peut pas baisser le bras. La moindre contrariété ne peut pas nous faire baisser le bras. Bon, donc nous irons encore d'avant. Il y a une concertation qui sera menée entre nos confrères, avec mes confrères du collectif et puis avec le client. Mais ce qui est sûr, c'est que M. Ousmane Sonko est conscient que le combat qu'il mène, c'est un combat de long chemin, n'est-ce pas? La vérité, le chemin de justice pour Ousmane Sonko, c'est un chemin extrêmement long, mais il mérite d'être emprunté. Et nous l'emprunterons avec lui. Le dossier, il est politique. Et le dossier, il est politique. Et le judiciaire, c'est un vernis. Vous voyez, il y a ceux qui ont la maîtrise de l'appareil judiciaire puisqu'ils sont au pouvoir, au lieu de rester sur le terrain politique, affronter M. Ousmane Sonko sur le terrain politique, ils utilisent les moyens, l'espace dont ils ont la maîtrise, à savoir les institutions de la République, pour justement abattre un adversaire extrêmement dangereux. Bon, si on était resté sur si on était tous conscients que c'était un dossier purement judiciaire, on serait resté sur le terrain judiciaire. Mais on ne peut pas aujourd'hui, dans un débat politique, entraîner notre client sur le terrain judiciaire que nous ne maîtrisons pas totalement. Enfin, nous maîtrisons les mécanismes, les lois, etc. Mais nous savons que la politique s'est initiée gravement dans le fonctionnement des institutions judiciaires. La séparation de pouvoir, je suis désolé de le dire, mais elle n'est pas respectée. Puisque comment se fait-il qu'aujourd'hui, dans une affaire judiciaire, ce n'est pas le procureur de la République qui intervient dans le média pour se prononcer, mais c'est le ministre, les ministres, pas le ministre, qui intervient pour donner le tempo, etc. Bon, à partir de là, on ne peut pas demander aux avocats d'Ousmane Sonko de rester sur le terrain purement judiciaire, alors qu'en face, ils utilisent tous les moyens judiciaires et puis politiques. Bon, donc c'est eux qui nous mènent sur ce terrain. Bon, nous on dit, écoutez, nous on aurait bien voulu rester sur notre espace judiciaire pour que ce débat soit purement juridique. Bon, nous, en tant qu'avocats, on ne demande pas la mobilisation du peuple. Non, loin de là, ce n'est pas notre rôle. Nous, on dit tout simplement qu'il y a un problème, il y a des décisions qui sont rendues, qui éloignent l'institution judiciaire au peuple sénégalais, puisque cette différentes décisions rendues installe une forme de méfiance, voire même de colère, voire même de frustration. C'est un constat que tout le monde peut constater. Hein. Ça ne fait c'est pas un secret pour personne. Il y a une forme de malaise qui est là. Bon, donc nous on le dit aussi, c'est aussi notre rôle. Et tout. Bon, nous on ne défend pas deux voisins qui se chamaillent par rapport à un problème de bornage. Il faut quand même être conséquent. Il ne s'agit pas de deux voisins qui se chamaillent pour un problème de bornage. Il ne s'agit pas d'un couple qui se chamaille pour un problème d'exercice de droit parental. Il s'agit quand même d'un combat d'un homme politique de premier plan qui est candidat, chef de l'opposition, candidat déclaré, qui est porté, élu par tous les sondages. Bon, à partir de là, lorsqu'il est retenu, enfin lorsqu'il est détenu pour des motifs politiques, ça ne peut être que politique. Bon, donc, oui, nous acceptons que ce débat soit mené sur tous ces aspects à la fois judiciaires et puis à la fois politiques. Bon, lorsqu'on voit des confrères hier, par exemple, qui viennent à l'audience, bon, pour dire que M. Ousmane Sonko est mort politiquement, bon, là, à partir de là, et lorsqu'on voit aussi dans un dossier de diffamation, la partie civile dit, écoutez, nous, ce qui nous intéresse, c'est qui est ministre, qui était au ministre, ou bien qui est toujours ministre,
qui dit, écoutez, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'inéligibilité de M. Ousmane Sonko. Bon, donc, à partir de là, il ne faut pas quand même nous prendre au piège, nous dire, non, les autres partis peuvent parler de la politique, mais les avocats d'Ousmane Sonko doivent rester sur l'aspect judiciaire. Nous, non. Bon, nous, on abordera l'aspect judiciaire, mais sur l'espace politique aussi. On rentrera sur l'espace politique pour dire, écoutez, vous êtes en train d'utiliser les institutions de la République du Sénégal pour abattre un adversaire sérieux. Comment vous pouvez comprendre, et ça je l'ai dit, l'agent judiciaire de l'État est tout à fait dans son droit de constituer la défense qu'il estime nécessaire de pouvoir constituer. Mais lorsque l'État mobilise une batterie d'avocats contre un citoyen sénégalais qui ne demande qu'une chose, le respect de ses droits politiques, c'est quand même pas un terroriste. C'est quand même pas Al-Qaïda qui débarque au Sénégal et qu'il faut mobiliser tous les avocats de la place pour empêcher à ce qu'Al-Qaïda ne s'installe pas au pays. Mais il s'agit d'un citoyen sénégalais qui demande une seule chose. Je veux être réinscrit sur la liste électorale pré-barre. Bon, à partir de là, on dit que, écoutez, c'est l'État sénégalais qui est lésé. Mais en quoi l'État sénégalais est lésé alors qu'il s'agit d'un citoyen sénégalais qui demande à être réinscrit sur une liste électorale? Est-ce qu'il faut mobiliser toute une batterie d'avocats pour une seule question? Réinscrivez-moi sur une liste électorale. Bon, à partir de là, on en fait une affaire d'État. Alors qu'Ousmane Sonko, il n'est pas contre l'État du Sénégal. Vous voyez, bon, donc je pense qu'il y a l'amalgame, un amalgame qui a été instauré. Il faut dissiper cet amalgame. Et ça, c'est de notre rôle, nous, en tant qu'avocats, de le dire. Il faut que l'opinion qui nous regarde, l'opinion qui nous écoute, c'est notre devoir de venir vers vous, le média aussi, expliquer qu'il y a un amalgame qui a été instauré, qui est préjudiciable à notre client. Si on ne défend pas, devant l'opinion aussi, notre client, puisque c'est un homme politique, si on ne défend pas notre client sur tous les aspects de ce dossier, qu'il soit sur l'aspect politique, qu'il soit sur l'aspect judiciaire, nous, je l'ai dit, c'est très très important. Nous, on ne demande pas aux gens de descendre dans les rues du Sénégal, non, de Dakar, etc. Ce n'est pas notre rôle. Vous voyez, nous, on ne demande pas une mobilisation, ce n'est pas notre rôle. Mais lorsqu'on a un client qui est attaqué sur sa vie privée, sur ses droits politiques, sur ses possibilités de faire valoir ses droits, et son image aussi est écornée, c'est à nous, les avocats aussi, de monter sur le créneau pour dire que, écoutez, trop c'est trop, on ne peut pas accepter. En tout cas, moi, j'ai pris l'engagement de défendre avec mes confrères, de défendre M. Ousmane Sonko, que ses droits soient respectés partout, que ce soit ici au Sénégal et partout dans le monde. C'est ma responsabilité, c'est la responsabilité du collectif. Nous ne laisserons, et ça, il faut que ce soit très clair, nous ne laisserons personne marcher sur Ousmane Sonko. Il faut que les gens sachent. Nous ne laisserons personne marcher sur Ousmane Sonko. Et nous marcherons sur cette personne également. Nous ne laisserons personne faire. Bon, donc ça, c'est une détermination. C'est pour cette raison qu'ils veulent que le débat soit judiciaire, ça sera judiciaire. Mais dès lors que nous savons qu'il s'agit de l'instrumentalisation de certains, pas tous les pouvoirs publics, puisque les Sénégalais sont en majorité respectueux des institutions de ce grand pays, mais il y en a d'autres pour des intérêts qui échappent aux intérêts du Sénégal, qui essayent d'instrumentaliser les institutions de l'État pour abattre un Sénégalais. Et ça, nous ne le laisserons pas faire. Et c'est de notre responsabilité. Et je vous remercie de me poser cette question. Monsieur Ousmane Sonko, dans le cadre de cette procédure de diffamation, il y a eu plusieurs étapes. Plusieurs étapes. Il faut que l'opinion nationale et internationale appréhende tous les aspects de ce dossier. M. Ousmane Sonko, comme n'importe quel citoyen, peut faire l'objet de poursuites. Ça, il faut que ce soit clair. Il est justiciable, comme tous les Sénégalais.
Il a fait l'objet d'une enquête préliminaire. Il a été convoqué par les enquêteurs. Il s'est rendu. Il y a eu une première audition. Il y a eu une deuxième audition. Il s'est rendu aux auditions. Il a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Dakar. Il s'est rendu à cette audience. Et que s'est-il passé après? Il a été gazé au palais de justice. C'était pas chez lui, c'était pas dans les rues de Dakar. Mais Ousmane Sonko a été gazé au palais de justice. Il a été admis aux urgences. Un de ses avocats également. Mais c'est quand même pas un acte banal. Alors que c'est l'État qui est habilité, qui a seule compétence pour protéger les citoyens sénégalais. Et là, on peut dire qu'Ousmane Sonko, non seulement n'a pas été protégé, mais a été agressé par l'État. Il était admis. Il ne pouvait pas répondre à la deuxième convocation puisque l'affaire avait fait l'objet de renvoi. Il ne pouvait pas, pour des raisons médicales, avec des certificats médicaux à l'appui, et il n'a pas pu se rendre à la deuxième audience. Et lorsque nous, ces avocats, nous avons soulevé la question pour dire que notre client ne peut, pour des raisons médicales, assister à l'audience et que nous demandons le renvoi, le tribunal a décidé de statuer en l'absence de notre client et en notre absence également. Et c'est là où le tribunal a déclaré notre client coupable, non pas de tous les faits qui étaient reprochés, mais l'a condamné tout simplement pour diffamation et l'a relaxé des faits d'injure. N'est-ce pas? Et la partie civile qui s'était réjouie et qui a été portée par ses partisans en disant qu'il a gagné, ça c'était le matin, et l'après-midi il improvise un point de presse pour dire qu'il va faire appel. Et le parquet également a fait appel. Pourquoi? Parce que la volonté à la fois du parquet et la volonté de la partie civile, c'était pas seulement la condamnation la culpabilité de M. Ousmane Sonko, mais il fallait à tout prix, en tout cas ça a été dit par la partie civile, il fallait absolument que l'inéligibilité de M. Ousmane Sonko soit acquise. Donc il fallait aller en appel. Bon, M. Ousmane Sonko disposait d'un délai d'1 mois pour faire appel. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Puisque le lendemain, le parquet et la partie civile ont interjeté appel, c'est leur droit, mais Ousmane Sonko aussi disposait d'un délai d'1 mois pour interjeter appel. La Cour d'appel n'a pas entendu à ce que M. Ousmane Sonko fasse son appel et a immédiatement audiencé le dossier en appel, alors que le délai de recours de M. Ousmane Sonko n'était pas encore purgé. Bon, n'importe qui pouvait se poser la question pour savoir pourquoi cette précipitation, pourquoi cet empressement. Ça, c'est la question que tout le monde se posait. Lorsque vous laissez l'opinion, le peuple, au nom de qui et pour le compte de qui la décision est rendue dans des interrogations, vous ne pouvez pas dire comme quoi, écoutez, bon, c'est le peuple, c'est la rue, nous on ne rend pas la décision en fonction de la rue. Mais vous le rendez au nom de ce peuple qui s'éloigne de vous, de l'institution judiciaire. Puisqu'il y a quand même des questions graves. C'est la crédibilité de l'institution judiciaire. La crédibilité, le respect de l'institution judiciaire, c'est le peuple qui se sent fier au nom de sa justice. Enfin, de la justice. Et si vous voyez que le peuple s'éloigne et se méfie et n'a pas confiance à l'institution, aux institutions, là, ça crée une situation de frustration et de malaise et ça peut aller encore très loin. Bon, voilà. Et puis la Cour d'appel statue en l'absence de notre client qui n'a pas été convoqué. Puisque vous savez, tout à l'heure, je vous parlais de la contumace, de la radiation de mon client. Comme quoi notre client a été radié et que la décision de radiation n'a jamais été signifiée à notre client. C'est pareil pour la convocation devant la Cour d'appel. Il crée des situations de confusion pour dire que nous lui avons notifié sa convocation alors que c'est pas vrai. Et c'est pareil pour la signification de la décision de radiation.
qui n'a jamais été signifié à M. Ousmane Sonko. C'est pareil pour la convocation devant la Cour d'appel dans le cadre de cette affaire de diffamation. Bon, donc l'affaire des diffamations est jugée en l'absence de notre client, devant la Cour d'appel, en l'absence de notre client et puis de ses conseils également. C'est là où la Cour d'appel répond justement au vœu du ministre partie civile pour dire qu'il faut effectivement condamner Ousmane Sonko à une peine qui le rend inéligible. Vous voyez comme quoi le vœu politique exprimé depuis janvier 2021, réitéré par le ministre partie civile dans cette affaire de diffamation, est exaucé par la Cour d'appel. Bon, mais c'est pas fini, puisque nous, tout de suite, on a fait... Ah non, M. Ousmane Sonko, j'ai oublié cet aspect. Je suis peut-être un peu long, voire même je peux être confus aussi dans tout ce que j'explique. Mais lorsque M. Ousmane Sonko a appris qu'il a été condamné en première instance, il a fait appel dans les délais. Je ne sais pas si l'opinion le sait, mais l'appel de M. Ousmane Sonko n'a jamais été enrôlé. Il n'y a que l'appel du parquet et de la partie civile qui a été examiné. Mais l'appel de M. Ousmane Sonko n'a jamais été examiné par la Cour d'appel dans cette affaire de diffamation. Et là, on nous sera peut-être convoqué devant la Cour suprême sans que l'appel de M. Ousmane Sonko soit examiné. Vous voyez la confusion dans laquelle on nous entraîne. Et puis, à partir de là, on nous dit, écoutez, restez dans l'aspect judiciaire. Mais non, mais écoutez, nous savons qu'il y a une main qui vient quelque part pour manipuler les institutions de la République. Et c'est pour cette raison que j'allais dire qu'il y a un désordre institutionnel qui est volontairement instauré. Vous voyez? Bon, donc là, on sera convoqué dans les prochains jours, semble-t-il, devant la Cour suprême, alors qu'il y a un appel qui traîne quelque part, qui n'a jamais été examiné. Bon, voilà où est-ce qu'on en est. Bon, donc, nous répartirons devant la Cour suprême avec cette détermination et puis cette conviction que d'une façon ou d'une autre, le droit l'emportera sur ces formes de manipulation. Bon, écoutez, je suis en exil, oui. Vous êtes les journalistes, vous êtes dangereux. Là, vous voulez me faire glisser sur un terrain qui ne fait pas l'objet de notre entretien. Bon, je l'ai dit, ouais, je suis en exil en France puisque je ne peux malheureusement pas, pour des raisons de sécurité, rentrer chez moi. J'ai quitté les Comores dans des conditions extrêmement difficiles pour avoir reçu une balle en caoutchouc dans ma cuisse gauche. Je porte encore les stigmates de cette violence. Je ne peux pas, en l'état, retourner, mais il n'y a que le Tout-Puissant qui sait quand est-ce que je retournerai chez moi. Mon vœu, c'est d'y retourner le plus vite possible. Bon, maintenant, sur mes ambitions politiques, oui, je porte une voix, je porte des ambitions, je porte une idée sur ce que devaient être les Comores de demain. Et cette ambition, je les porte avec mes amis du RIDIA et puis de l'Alliance politique également aux Comores. Bon, l'actuel chef de l'État comorien souhaiterait organiser des élections au mois de janvier prochain. Moi, je suis parmi ceux qui se mobilisent pour dire que nous ne pouvons pas cautionner un coup d'État électoral. Donc, nous sommes dans cette mobilisation pour demander une alliance au niveau international des forces politiques africaines et puis des forces vives africaines pour justement aider les Comores à organiser des élections crédibles, transparentes et inclusives également. Nous sommes contre un énième coup d'État électoral qui serait dirigé par l'actuel président de l'Union africaine qui est un récidiviste en termes de coup d'État. Il est récidiviste. Il a fait, pour la première fois, il a fait un coup d'État militaire pour arriver au pouvoir. Il a fait 2 coups d'État électoraux également pour se maintenir au pouvoir. Bon, donc c'est un récidiviste. Là, il veut organiser d'autres échéances électorales en janvier prochain pour avoir verrouillé et la CENI, qui est l'équivalent de la Sénat ici. La Cour suprême, tous les membres sont désignés par lui en fonction de ses propres critères.
Il a l'armée avec lui, puisque c'est lui qui désigne. À 3 mois des échéances électorales, il a promu la moitié des militaires. Il les a tous promus. Et donc, bon, nous, on ne voit pas qu'est-ce qu'on va faire encore dans ce merdier, quoi. Voilà, démocratique. Bon, donc on le laisse faire ce qu'il a envie de faire, jusqu'à ce que le peuple comorien, avec le soutien des autres peuples d'Afrique, trouve une solution pour ce dictateur. Voilà. Oui, la Waraba, dont je suis le président, c'est une organisation panafricaine qui a pour objectif d'aider les pays africains à assurer une alternance démocratique et apaisée, et puis qui s'occupe aussi de différents sujets. Bon, nous, lorsqu'on a estimé que la présidente de la Tanzanie est une femme de caractère, est une femme qui prône la rupture politique pour l'Afrique, pour que l'Afrique devienne souveraine, pour que l'Afrique se saisisse de son propre destin, la présidente tanzanienne, à notre avis, à mon avis, porte un autre visage positif pour l'Afrique, puisque lorsqu'elle est arrivée au pouvoir, elle s'est rapprochée de l'opposition, notamment la plus farouche à son pouvoir. Elle a fait venir tous les exilés tanzaniens qui étaient en Europe, elle les a tous fait revenir en Tanzanie. Au mois de mai dernier, elle a assisté, c'était au mois de mars, elle a assisté au congrès du principal parti de l'opposition, dont les principaux membres étaient en exil. Non seulement elle a assisté, mais elle a pris la parole au congrès du principal parti de l'opposition pour inviter ses opposants, tous ses opposants, à se retrouver tous ensemble autour d'un même élan pour faire de la Tanzanie un nouveau pays de paix et puis d'une alternance démocratique. Je trouve que ces gestes, cet acte politique est extrêmement puissant et extrêmement fort et qui mérite d'être soutenu non seulement par les Tanzaniens qui sont les premiers concernés, mais par tous les peuples d'Afrique. La plupart, cet acte est méconnu dans certains coins de l'Afrique. Il est de notre devoir en tant qu'organisation panafricaine de le faire savoir partout. Et c'est pour cette raison que nous avons saisi les autorités d'Oslo, qui est des prix Nobel de la paix, qui décernent les prix Nobel de la paix, pour dire que cette femme mérite une attention tout à fait particulière et qu'il lui faudrait le prix Nobel de la paix. Puisque ce qu'elle fait en Afrique est une référence qui mérite d'être soutenue. Et bon, nous avons eu des éléments comme quoi notre requête a été examinée avec bienveillance et nous osons espérer qu'elle aura le prochain prix Nobel de la paix. Nous allons continuer à faire ce travail. Et nous l'avons fait non seulement pour elle, mais nous le ferons également pour d'autres chefs d'État africains qui ont le profil qui va aider ou bien qui aide l'Afrique à se distinguer. Et nous profitons, moi je profite de l'occasion, puisque vous m'avez posé la question sur la présidente tanzanienne, je profite de l'occasion pour saluer les conditions dans lesquelles s'est déroulées les élections présidentielles au Libéria. Ça s'est passé dans des conditions extrêmement intéressantes, dans la sérénité, et le président qui était candidat à sa propre succession a reconnu sa défaite. Ce qui est quand même une référence qui mérite d'être soutenue. En tout cas, je l'ai dit à travers votre média, que le président sortant, par rapport à son élégance démocratique, mérite toute notre admiration et que le nouveau président élu mérite aussi notre félicitation, puisque je ne pense pas que M. Weah, le président Weah, serait arrivé à cette posture s'il n'avait pas un adversaire qui aussi méritait une telle reconnaissance spontanée de la part de son adversaire. Je pense que c'est un exemple que nous devons, lorsque des dirigeants africains se distinguent par rapport à leur posture, il faut le faire savoir partout dans le monde. Comme quoi l'Afrique, effectivement, a les moyens humains pour pouvoir s'inscrire dans une dynamique d'alternance démocratique. C'est M. Ousmane Sonko qui m'a fait l'honneur de le défendre.
Et j'ai accepté, puisque pour moi, c'est un honneur, je l'ai dit. Et puis, c'est une occasion aussi de montrer aux Sénégalais que l'Afrique, toute l'Afrique, est préoccupée par la crise qui frappe le Sénégal. Et tout, et que nous avons peur aussi, puisque le Sénégal a toujours été pris comme un pays modèle en termes d'alternance démocratique. Et ce qui se passe au Sénégal depuis 2021 jusqu'à maintenant inquiète beaucoup de pays africains. Et donc, je pense que M. Ousmane Sonko, lorsqu'il a fait le choix sur ma personne et puis d'autres confrères étrangers, puisque je ne suis pas le seul étranger, et je pense qu'il veut que son combat soit connu partout en Afrique et puis au-delà de l'Afrique. C'est un combat pour une autre vision de notre continent et que son combat répond aux aspirations des peuples d'Afrique. Et son parti s'appelle Patriotes africains du Sénégal. Et maintenant, il y a des patriotes africains de tous les pays aussi, et qui répondent, qui s'identifient par rapport à ce combat. Bon, donc, je pense que là-dessus, l'objectif est atteint, puisque lorsque vous voyez un avocat de Burkinabé qui vient, lorsque vous voyez un avocat comorien qui franchit les océans pour venir ici parler de ça, lorsque vous voyez des avocats qui viennent de Caraïbes et qui sont aussi dans le dossier et qui viennent de France, bon, à partir de là, il s'agit des valeurs universelles qui sont défendues, les valeurs de démocratie, les valeurs de liberté. Ce sont les valeurs qui sont portées par M. Ousmane Sonko. Et donc, il s'agit quand même du Sénégal. Hein. Je suis désolé de le dire, mais le Sénégal, c'est un pays qui est connu, qui est reconnu par rapport à son attachement à la démocratie, son attachement à certaines choses. Il y a une fierté sénégalaise. Bon, donc elle est portée par un Ousmane Sonko. Je me répète, beaucoup de pays souhaiteraient avoir des Ousmane Sonko pour justement provoquer ce changement dont on a vraiment besoin. On a besoin d'une rupture qui ne soit pas violente, puisque les ruptures ne sont pas forcément violentes. Et tout, il faut que les ruptures soient incarnées par des hommes politiques, avec un discours politique, avec un profil politique, et je pense que M. Ousmane Sonko est préparé pour le job. Vous voyez, il est préparé pour le job. Il a le profil entraînant, il a ce charisme, il a un discours, et beaucoup de pays s'inspirent de ce qui se passe ici. Le Sénégal, c'est pas une vase close. Hein. Le Sénégal, c'est un pays qui est ouvert partout dans le monde et en Afrique particulièrement. Bon, donc, nous aussi, en tant qu'avocats de M. Ousmane Sonko, il y a moi et puis il y a mes confrères, surtout de Burkinabé également, qui est là. Nous sommes conscients de cette mission qui nous est assignée, que nous devons porter non seulement les intérêts politiques immédiats de notre client, mais aussi porter aussi son message partout. Il y a le travail qui relève du parti PASTEF et puis il y a le travail qui relève aussi des avocats. Voilà. Lorsque vous défendez un futur président, vous êtes assigné de certaines charges, vous voyez, certaines charges qui n'est pas une défense habituelle. Voilà. C'est une défense qui a plusieurs, qui répondent à plusieurs paramètres, à la fois politique, judiciaire, et tout ce qui a trait aux intérêts de votre client. Et puis il y a tout ce qu'il incarne également. Vous voyez, je vais vous dire une chose. La politique a des secrets que personne ne maîtrise. Non, je ne vais pas m'hasarder là-dessus. Mais la politique a des secrets que personne ne maîtrise, même les principaux acteurs. Bon, livrons-nous au Tout-Puissant, qui sait ce qui nous attend demain. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que M. Ousmane Sonko est un homme politique aguerri. Et puis en face de lui, ils sont aussi des hommes politiques aguerris. Ce que nous pouvons faire comme prière,
c'est que les enfants du Sénégal se retrouvent ensemble pour l'avenir de ce beau pays. C'est toute la prière que je peux faire, c'est que les enfants de ce grand pays que nous aimons, qui est très attachant, se retrouvent pour le bien de ce pays. Aucun Sénégalais ne peut gagner contre un autre Sénégalais. Vous voyez? Et le Sénégal ne peut gagner sans l'Afrique. Et l'Afrique ne peut gagner sans le Sénégal. Bon, donc, il faut que les enfants de ce pays se retrouvent autour de la table, se regardent les yeux dans l'intérêt du Sénégal. La politique ne doit pas, contrairement à ce que je dis, puisque moi j'entends certains dire oui, mais c'est la politique. Mais la politique, c'est pas forcément synonyme de la haine. Vous voyez, la politique n'est pas forcément synonyme d'assassinat et puis de meurtre et tout. Les fonctions que vous occupez ne sont pas votre bien personnel. Lorsque vous occupez des fonctions d'État, vous le faites dans l'intérêt de tout le monde. Et c'est pour cette raison que nous nous sommes élevés du fait que les moyens de l'État du Sénégal soient mobilisés contre un Sénégalais. Ça, c'est pas possible. De voir une batterie d'avocats venir insulter Ousmane Sonko à la Cour suprême, c'est pas normal. Et ces avocats sont payés par l'État pour abattre un Sénégalais. C'est pas normal. Donc, c'est l'expression d'une haine, l'expression d'une méchanceté, et comme quoi il y aurait deux catégories de Sénégalais. Il y a ceux qui méritent d'accéder au plus haut niveau de l'État, et puis il y a ceux qui doivent être mis à l'écart. Et donc, ça, c'est pas bon. Donc, bon, ce pays, encore, j'ai eu l'occasion de le dire, je vais le répéter, il y a encore des réservoirs d'hommes sages dans ce pays. Il y a encore réservoir des hommes pieux dans ce pays. Et puis, ils doivent, à mon avis, chacun doit jouer son rôle, puisque le Sénégal, à mon avis, moi je l'ai dit en tant qu'Africain, en tant que Comorien, au Comore, Sénégal, on a des liens historiques qui sont extrêmement profonds et qui datent même de la période coloniale. Les relations entre les deux pays, les relations entre le Sénégal, je ne sais pas si beaucoup de gens le savent, mais vous savez, dans des pays où les Comores n'ont pas une représentation diplomatique, c'est des représentations diplomatiques du Sénégal qui suppléent les Comores. Voilà. Et c'est pour cette raison que des fonctionnaires, des diplomates comoriens peuvent travailler dans les représentations diplomatiques sénégalaises. Donc il y a des relations entre les deux pays qui datent même de la période coloniale. C'est Senghor, avec un parlementaire comorien, au temps de la colonie, qui se sont retrouvés ensemble pour défendre les droits des anciennes colonies. Vous voyez, bon, donc il y a des liens historiques qui lient les deux pays. Lorsque les Comores est devenu indépendant, le premier président africain à se rendre aux Comores, c'était Senghor, un président sénégalais. Donc sur place aux Comores, ils ont signé un accord de coopération. C'était en 2076. Et en janvier 1977, il y a une loi au Sénégal qui a été votée par l'Assemblée nationale du Sénégal qui a confirmé cette coopération entre les deux pays. Donc c'est une coopération générale, globale. Là où les Comores n'ont pas de représentation diplomatique, c'est le Sénégal. Et si le Sénégal est présent sur le territoire en question, ou bien dans les organisations internationales, c'est le Sénégal qui supplée les Comores. Bon, donc c'est quand même ce qui se passe ici au Sénégal nous concerne, nous les Comoriens, et même je parle de nous, les Comoriens, mais dans tous les pays d'Afrique. Bon, donc il y a des liens qui lient les deux pays. Nous sommes concernés aussi de ce qui se passe ici au Sénégal. Lorsque je suis ici, c'est comme si je suis chez moi. Au Comores, et je suis chez moi, ici. Bon, c'est peut-être pour cette raison qu'il m'arrive quelquefois de glisser sur les terrains à la fois social et politique, sans faire de la politique, bien sûr, mais de glisser pour donner aussi une analyse que j'espère objective, hein, même si je suis l'avocat de M. Ousmane Sonko. Bon, voilà.